Le réconfort, c'est une chaleur qui se transmet. C'est instinctif, ça vient du cœur. Le réconfort vient du cœur, pas de la tête. Le réconfort, nous en avons tous besoin, en cas de chagrin d'amour, de mal du pays ou lorsque des êtres chers meurent. Qu'est-ce qui peut nous réconforter, nous et les autres? Cuisiner a été un grand réconfort pour moi. Je pense que parfois, les mots ne suffisent pas. Le réconfort, c'est comme de petites friandises qui nous donnent un léger coup de pouce pour avancer. Mais que faire si rien ne marche, si rien ne peut nous réconforter? À la mort de ma mère, je suis restée complètement muette. Je ne sais pas s'il peut y avoir un vrai réconfort, mais il y a de bonnes distractions. Écrire une chanson, ça a un pouvoir incroyablement réconfortant. Et parfois, une chanson peut rendre un sentiment plus expressif ou le souligner davantage que si l'on dit « je suis là pour toi ». Jeremias est un groupe indie pop allemand de Hanovre. Pour beaucoup de leurs fans, Jonas, Oliver, Jeremias et Ben sont une source de réconfort. Ils jouent ensemble depuis 2018. Une musique d'une grande sensibilité. La force de la musique, c'est qu'elle n'a rien d'intellectuel. Elle peut venir purement de l'âme et du cœur. Dernière balance. Ce soir, les 4 musiciens jouent à la Beethovenhalle de Bonn, accompagnés par des cordes et des cuivres. Leurs chansons parlent de chagrin d'amour, de perte, des tourments du passage à l'âge adulte. Le chanteur Jeremias écrit les chansons à l'intuition. Je ne me donne pas un thème principal pour chercher ensuite les paroles qui vont avec. Je ne fonctionne pas comme ça. On a toujours le sentiment qu'il y a en nous quelque chose qui veut se manifester ou s'exprimer. C'est comme ça, je pense, que naissent les plus belles chansons. Leurs chansons racontent des expériences personnelles et les petits et les grands combats du quotidien. Pour beaucoup, elles expriment une attitude devant la vie. Parfois, leur musique leur sert aussi à se réconforter mutuellement. La chanson « Là pour toi » d'Afür dich, Jere l'a écrite pour moi. Nous étions en tournée en Autriche en... 2022? Oui, 2022, il y a 3 ans. La première fois que j'ai pris conscience de mes problèmes personnels, de mes crises de panique et de mon trouble anxieux, Jere n'a pas fait de commentaires. Il m'a juste envoyé un fichier audio. Es wird Zeit für diesen Song. Ich bin da für dich, weil deine Seele kommt nicht nach, sie braucht noch Zeit für sich. Du trägst ein Alien auf dem Arm, es hält dein Gleichgewicht. Ich hör noch, wie sie sagen, wir sind wahnsinnig. Ich bin da für dich. Je me suis senti complètement compris. J'ai ressenti une grande amitié et un lien très fort. Ich bin da für dich, weil deine Seele kommt nicht nach, sie braucht noch Zeit für sich. Du trägst ein Alien auf dem Arm, es hält dein Gleichgewicht. Ich hör noch, wie sie sagen, wir sind wahnsinnig. Ich bin da für dich. Je pense que depuis qu'elle est sortie, ce n'est plus du tout ma chanson. Maintenant, elle est à nous 4 et elle est aussi à tous les gens qui sont là.
Une chanson comme celle-ci peut être un prétexte pour parler de thérapie, de ce que l'on ressent vraiment, de ce qui nous préoccupe, de ce qui nous fait peur. Je me souviens des messages qu'on a reçus et des commentaires qu'il y a eu sur cette chanson. Elle a beaucoup touché les gens. Le réconfort est en soi quelque chose de très positif. Je donne à une autre personne le sentiment que je la comprends. Elle, ses peurs, ses soucis et la situation dans laquelle elle se trouve. Puis en 2024, au sommet de leur succès, un choc. Le groupe est vivement critiqué. Leur photographe est accusé de comportements abusifs. Dans un premier temps, le groupe s'en sépare, puis recommence un moment à travailler avec lui. Beaucoup de fans ont été profondément déçus. Nous avons pris beaucoup de décisions en très peu de temps. Et nous aurions pris d'autres décisions si nous nous étions donné plus de temps. Notre intention était d'agir et de nous comporter en ayant égard aux victimes et d'en faire notre principe pour tout le processus, ce que nous n'avons pas fait quand nous avons décidé de reprendre la collaboration avec lui. C'est une erreur que nous avons commise à un moment du processus et nous devons et voulons accepter les critiques à ce sujet. C'est encore un sujet de réflexion pour nous aujourd'hui. Habt ihr ein bisschen Energie mitgebracht heute Abend? Bitte verlass dich nicht auf mich. Ich weiß nicht, was morgen ist, ob ich da bin oder nicht. Wir haben den Winter überlebt, war mir nicht sicher, ob er geht. Ich schau ihm nach, er zieht davon. Chanter ensemble, écouter de la musique, ça peut apporter du réconfort. Comment le public de Bonn le vit-il? Il y a souvent des chansons que j'associe à toutes sortes de situations que je vis. Et quand je les écoute, c'est un peu comme si on me prenait dans les bras. Souvent, on n'arrive pas vraiment à s'exprimer. Et dans ces cas-là, la musique permet de se laisser aller un peu. On regarde autour de soi, il y a des gens qui pleurent, mais on peut aussi bien danser et faire la fête. C'est très agréable. Schau, der Wind hat sich gedreht. Hörst du auch, wie laut er weht? All den Schmutz und all den Dreck, die Gewohnheit jeder. C'est génial quand on voit que les gens s'identifient à la musique au point qu'ils ont envie de la hurler de toute leur âme. Écouter de la musique, ça réconforte. Faire de la musique, ça réconforte. La partager réconforte. C'est sans doute pour ça que nous en faisons. Et quand on est inconsolable, que rien n'aide, Quand on se sent très faible, surtout, la musculation. Ça peut paraître étrange, mais c'est vrai. Déjà, on a accompli une petite chose dans la journée. Nora Gomringer est poétesse, artiste, et elle dirige la Villa Concordia, la maison des artistes de Bamberg. Il y a 5 ans, sa mère est décédée, ce qui l'a plongée dans le désespoir. Ma mère était ma personne de confiance, mon avocate, vraiment ma représentante dans le monde, quelqu'un qui me défendait. Après sa mort, Nora Gomringer était comme paralysée par la douleur. Elle ne savait plus sur quoi écrire. Est-ce que quelque chose peut vous réconforter dans de telles situations ? Je ne sais pas s'il peut y avoir un vrai réconfort, mais il y a de bonnes distractions, et grâce à elles, le temps passe. Et la distraction n'est pas mauvaise en soi. Elle vous redonne la capacité et le courage de vivre. Et avec le recul, on peut la percevoir comme réconfortante. Parmi tout ce que lui avaient laissé ses parents, Nora Gomringer s'est concentrée sur la vie de sa mère, sur sa propre histoire familiale compliquée et sur son deuil. Il en résulte un livre triste, drôle et réconfortant. Am Meerschwein übt das Kind den Tod. L'enfant et la mort du cochon d'Inde. Mais peut-on vraiment écrire un livre drôle sur un sujet aussi triste que la mort de sa propre mère ?
On ne peut pas écrire sur elle en étant totalement triste et pesant. On doit penser comme elle. C'est ce que j'ai ressenti. Et ça rend les choses plus légères. Pour Nora Gomringer, le réconfort ou les choses réconfortantes, ce sont aussi des choses et des lieux concrets. J'aime vraiment beaucoup mon lit. C'est génial d'avoir une chambre à coucher avec une vraie porte, de pouvoir fermer cette porte et de se dire « j'ai besoin de dormir ». Sa mère a manifestement transmis sa légèreté et son humour à Nora Gomringer. Même si Nortrud Gomringer avait souffert à plusieurs reprises de dépression sévère. Peut-être parce que son mari, le célèbre écrivain et poète Eugen Gomringer, la trompait sans cesse. C'était une famille recomposée. Nora Gomringer était la seule fille. Son enfance et son adolescence se sont passées au milieu des livres, qui devaient déjà à l'époque la consoler de bien des choses. Ma mère avait l'habitude de distribuer sa bibliothèque comme une pharmacie. Et c'était salutaire et amusant. Quand on disait « Ah là là, je suis terriblement amoureuse et je crois que ça marchera pas, etc. » Elle trouvait toujours un livre approprié. Elle disait « Tiens, lis ça, ça te distraira peut-être. » Les livres étaient comme une façon de communiquer secrètement entre nous. Nora Gomringer ne se souvient pas avoir été réconfortée directement par ses parents. Plutôt se débrouiller seule, c'était la devise de la famille. J'ai écrit un poème qui s'intitule « Erdbebenstimmung », ambiance sismique. Je suis ton sismographe, je capte tes tremblements dans mes nerfs. Je m'en fais une maison et j'y vis trop longtemps. C'était exactement ce que je ressentais. Je suis le sismographe de la maison. C'était comme ça. J'avais un peu le sentiment que je devais ressentir les sentiments de tous les autres et me comporter en conséquence. Une tâche difficile. 2 fois, adolescente, elle découvre sa mère qui s'est ouvert les veines et pendant qu'on la conduit à l'hôpital psychiatrique, Nora essaie de joindre son père. Malgré tout, elle est reconnaissante envers sa mère. Je fais confiance aux gens, c'est inné chez moi. Et je pense que cela vient du fait que ma mère avait une relation d'amour solide avec moi quand j'étais petite. Pour surmonter les pires moments du deuil, je me suis presque surprise à choisir des affaires de ma mère dans son armoire. Elle avait beaucoup d'affaires. Cette boucle de ceinture, par exemple, qui m'accompagne depuis longtemps. Ça m'a vraiment aidée. Pendant un certain temps, j'ai porté sa veste et son bonnet. Et oui, tant que tout ça sentait encore un peu elle, c'était probablement une façon d'apaiser mon système nerveux. Pour cette catholique fervente, l'Église est aussi un lieu qui réconforte, un refuge et un lieu de discussion. Moi, la religion m'apporte du réconfort. Même si je pense que toutes les religions apportent du réconfort. Je me sens très bien ici. Et cela m'en apporte beaucoup. L'année dernière, le père de Nora Gomringer est lui aussi décédé. Ce qu'elle est arrivée à mieux gérer après la longue période de deuil pour sa mère. Est-ce qu'on peut s'entraîner à faire face à la mort, comme le suggère le titre de son nouveau livre? Bien sûr que non. Mais la sérénité face à la mort de mon père, je la tire maintenant de la souffrance immense causée par la mort de ma mère. C'était il y a plus de 5 ans. Et par moments, ce deuil la submerge encore. C'est comme un phénomène météo, un rhume. On le couvre 7 jours, ça dure 7 jours et ça s'en va. Reste aussi le sentiment d'une certaine solitude. Je suis forcée de continuer à vivre avec ce sentiment, de l'explorer comme un paysage étranger. Jusque-là, je n'étais pas dans le pays où je n'ai pas de parents. Maintenant, j'y suis. Mais je suis courageuse et je suis mon chemin.
Tout le monde a besoin de réconfort dans la vie. Que l'on soit riche, jeune, joyeux, triste, courageux ou craintif, tout le monde a besoin de réconfort, car personne n'est épargné. Quand j'ai passé une mauvaise journée ou que je suis triste, le chien me fait toujours rire. Quand on le voit courir à toute vitesse dans les champs, on sourit forcément. On est heureux. Yeorim Yoon est une violoncelliste germano-coréenne. Son premier album solo va bientôt sortir. Il s'intitule Solace, réconfort. Je n'avais absolument pas l'intention de sélectionner de la musique spécialement agréable et réconfortante. J'ai simplement cherché des morceaux, des œuvres qui me plaisaient, qui me touchaient. Et curieusement, j'ai fini par obtenir un album complet composé uniquement de musique réconfortante. Comme je suis moi-même introvertie, j'ai souvent beaucoup de mal à trouver les mots justes. Maintenant, par exemple. Grâce à la musique, je peux exprimer plein de choses sans risquer de dire quelque chose de faux. Yeorim Yoon a découvert des compositions contemporaines peu jouées. Avec cet album, elle retrace sa propre histoire. Elle a grandi en Corée du Sud. J'ai une sœur aînée. Ma mère tenait absolument à ce que nous jouions toutes les deux d'un instrument de musique. J'ai pris des cours de violon, puis de piano et de chant. Je n'avais envie de rien de tout ça. Puis j'ai découvert le violoncelle dans une émission coréenne pour enfants. Pourquoi le violoncelle? Je pense que c'est simplement parce qu'enfant, j'aimais tout ce qui était très grand. Elle arrive en Allemagne avec sa famille à l'âge de 9 ans. On la destine à la musique classique. Ses parents veulent offrir la meilleure éducation possible à leur fille. En réalité, j'ai commencé à 12 ans, comme élève au Conservatoire supérieur de musique de Cologne. Une vieille chanson coréenne a inspiré cette composition pour violoncelle. Les souvenirs des sons d'une enfance à Séoul et du réconfort qu'elle a toujours puisé dans le violoncelle. Quand mon grand-père est mort, je n'ai pas pu prendre l'avion pour la Corée. Je me souviens que j'étais très triste, alors j'ai pris mon violoncelle et je me suis dit, avec ma naïveté d'enfant, que j'allais jouer quelque chose pour mon grand-père et qu'il l'entendrait. Yeorim Yoon vit aujourd'hui à Berlin. Elle est restée en Allemagne alors que sa famille est retournée en Corée. La patrie est pour moi un sujet difficile, car je me sens chez moi dans beaucoup d'endroits, tout en restant étrangère. C'est donc difficile avec ma propre famille qui vit en Corée. Mais je ne peux pas changer ce que je suis, et j'ai souvent besoin de réconfort à cause de ça. Elle a choisi une vie libre et autonome. Elle explique que sa famille en Corée a du mal à comprendre son choix. Il y a comme une dette à honorer. Oui. Comment décrire ça? Ce n'est pas comme en Allemagne, où l'on souhaite plutôt que les enfants quittent la famille à un moment donné pour trouver leur voie.
J'ai plutôt l'impression qu'en Corée, on apprécie encore beaucoup que les enfants restent dans le nid familial, ou du moins à proximité. Je pense que chaque enfant veut être accepté et respecté par ses parents. J'ai le sentiment que la vie que je mène, ou les choix que j'ai faits, ne sont pas assez bons, ou que ce n'est pas ce que mes parents auraient souhaité pour moi. Et bien sûr, ça fait mal. La souffrance peut aussi être quelque chose de lancinant, qui persiste jusqu'à ce qu'elle soit enfin soulagée. C'est ce que j'ai ressenti en entendant cette phrase musicale. C'est difficile. On sent que c'est quelque chose pour quoi il faut se battre beaucoup. Et dans le jeu, c'est ça, c'est un petit défi technique. Mais il faut persévérer encore et encore. Et à un moment donné, ça va mieux. La musique peut réconforter. Elle doit réconforter. Je pense que chacun, en entendant une certaine mélodie, l'associe immédiatement à un sentiment ou à un souvenir. J'adore le son du violoncelle, tout simplement parce que son timbre est celui qui se rapproche le plus de la voix humaine. J'espère que les gens apprécieront cette musique et que peut-être quelqu'un l'écoutera à un moment où il aura besoin de réconfort. Et si rien de tout ça ne fonctionne? Si le monde s'écroule? Pour moi, cuisiner est une source de réconfort et aussi comme un super pouvoir. Quand je cuisine, j'ai presque l'impression d'insuffler cette énergie réconfortante dans les plats que je prépare. Mais sans les mots, car avec les mots, ça ne marche pas. Olia Hercules est cuisinière, autrice et militante. Originaire d'Ukraine, elle vit et travaille à Londres depuis plus de 20 ans. J'ai commencé à cuisiner vers 20 ans, lorsque j'ai quitté l'Ukraine et ma famille pour étudier ici et en Italie. Ça me faisait vraiment du bien. Et cela m'a également permis de me sentir très proche de ma famille. Chaque fois que je me sentais un peu déprimée, stressée, ou même que je sentais la dépression m'envahir, si je cuisinais quelque chose, en particulier du pain ou un plat qui nécessitait beaucoup de découpe méthodique, mon corps, mon esprit, mon cœur et mon âme, tout se calmait et se réconciliait. Et dans ce calme, je pouvais tout faire. C'est pourquoi elle décide de ne pas poursuivre une carrière de journaliste et commence à conquérir la cuisine, travaillant notamment pour le célèbre chef Otto Lengi. En 2015, elle publie son premier livre de cuisine ukrainienne, Mamousia. 3 autres suivront. Dans son dernier livre, Strong Roots, Olia raconte ses origines. Si je suis si passionnée par mon identité, c'est parce qu'elle nous a été retirée pendant très longtemps. Vous connaissez l'Empire russe, l'Empire soviétique. On nous décourageait, ou même on nous interdisait de parler notre langue. Nous avons perdu beaucoup de plats régionaux, de ces recettes régionales qui sont si précieuses. Pour la plupart des Ukrainiens, et surtout après la récente invasion, ça suffit. Le moment est venu de vraiment promouvoir, mais d'abord même d'apprendre à connaître notre propre culture. En février 2022, la guerre atteint également la ville natale d'Olia. Des chars russes traversent Kakhovka, dans la région de Kherson. Des soldats russes occupent la maison de ses parents.
Une fois l'invasion massive déclenchée, pendant les premiers mois, j'ai pensé que j'avais perdu mon super-pouvoir. Ce n'était pas seulement la cuisine, je ne pouvais même plus manger les plats qui me réconfortaient habituellement. Le traumatisme, la détresse étaient tels que lorsque je coupais un chou, je me mettais à pleurer. Auparavant, c'était une source de réconfort. Et soudain, tout ce à quoi je pouvais penser en coupant ce chou, c'était à ma famille, à ce qu'elle pouvait vivre en Ukraine. Je me demandais si je pourrais encore cuisiner un jour et ressentir de la joie. Les parents d'Olia tentent de fuir les zones occupées en voiture et finissent par atteindre l'Italie. Ça leur a pris une éternité. Ils ont vécu toutes sortes d'expériences, des explosions, des fuites, 19 points de contrôle russes où ils ont été fouillés. Et je me suis dit que je devais y aller, que je devais arriver avant eux, leur préparer quelque chose à manger, les accueillir dans la cuisine enfumée, avec toutes les odeurs familières, les serrer dans mes bras, les nourrir, les laisser parler, les aider à digérer ce qui s'était passé pour qu'ils se sentent réconfortés. Et là, j'ai préparé cette énorme marmite de bortsch. C'était la première fois que je cuisinais depuis le début de l'invasion massive. Et enfin, le sentiment est revenu, cette espèce d'euphorie. Et je me suis dit, oui, c'est revenu. Le bortsch est très ukrainien. C'est ce que disait ma mère. Elle disait que c'était dans notre ADN. Pour faire un délicieux bortsch ukrainien, il faut préparer un bouillon simple. On met une feuille de laurier, un peu de sel, un oignon entier pelé et la viande dans de l'eau froide. Puis on fait cuire jusqu'à ce que la viande se détache de l'os. Ensuite, il faut préparer le zasmachka. C'est un peu comme le sofrito italien, à la mode ukrainienne. Puis on ajoute tous ces légumes frits à notre bouillon. On ajoute aussi un peu de purée ou de concentré de tomate. Ensuite, il y a les pommes de terre, le chou. Il faut vraiment beaucoup de légumes. Ma grand-mère disait qu'il fallait mettre une cuillère en bois au milieu du bouillon et que si elle ne bougeait pas, la mission était accomplie. Lorsque je prends la première gorgée de bortsch, ce qui me vient, c'est un sentiment très fort. C'est presque comme si toute ma vie était contenue dans ce sentiment. C'est sans aucun doute une sensation de réconfort très intense. Le frère d'Olia se bat au front. Sa mère vit désormais chez des proches à Berlin. Son père est retourné en Ukraine. Olia fonde l'initiative Cook for Ukraine, collecte des millions pour des organisations humanitaires et réunit les Ukrainiens en exil autour d'une table. C'est étrange. Je n'aime pas vraiment cuisiner pour moi-même, mais pour les autres, je me donne à fond. Je sais que je vais apporter ces plats à tous ces gens et que je vais avoir le sentiment de réconforter quelqu'un. Le pouvoir thérapeutique de la cuisine et de la nourriture réside vraiment dans le fait de donner. Cuisiner, c'est observer, c'est prendre soin, c'est prêter attention. Parfois, les mots ne suffisent pas. Par exemple, le père de votre meilleur ami meurt. Que pouvez-vous dire d'autre que « je suis vraiment désolée ». En donnant de la nourriture, c'est ce genre de sentiment télépathique silencieux, cette énergie que vous transmettez à quelqu'un et qu'il ressent dans la chaleur du plat et les saveurs. C'est un outil universel et puissant, une façon de montrer son amour et son attention. Un repas ensemble, un câlin, une chanson, écouter, être présent. Parfois, ça peut être une toute petite chose et elle nous donne immédiatement le sentiment réconfortant de ne pas être seul.